Alors, diverses méthodes sont utilisées pour la modélisation 3D. Alors là, on va parler des méthodes. Vous allez voir qu'il y a différentes méthodes. Ce ne sont pas des techniques, ce sont des méthodes. D'accord? Alors, la première méthode, le terme est en anglais, mais il y a une traduction en français. C'est CSG, ça veut dire Constructive Solid Geometry. D'accord? Constructive Solid Geometry. En français, géométrie constructive des solides. D'accord? Géométrie, le terme géométrie, bien évidemment, vous savez ce que c'est. Constructive, c'est construire, voilà, avec des solides. Donc, vous allez voir qu'il y a des combinaisons de solides pour créer des géométries comme ça. Les objets sont définis par des opérations mathématiques, hein, comme les unions, les intersections, les soustractions. D'accord? Sur des formes géométriques dans l'espace. Les formes géométriques dans l'espace sont les sphères, les cônes, les cubes, dans un espace 3 dimensions, hein, bien évidemment. Hein, les sphères, les cônes, les cubes. Donc on va prendre des cubes, des sphères ou des cônes et construire avec ça. D'accord? Ça, c'est une méthode de modélisation 3D qu'on appelle CSG. Il se dit en anglais Constructive Solid Geometry. Ok. Ça, c'est une première méthode. Cette méthode, vous allez voir, ça passe par des opérations mathématiques. On appelle ça des opérations booléennes. D'accord? Alors, comment est-ce que ça s'illustre? C'est très simple. Voici le résultat de ce que ça peut donner lorsqu'on procède par CSG. D'accord? On a un solide ici, un autre solide là, une sphère et un... Vous n'êtes pas réveillés les gars, réveillez-vous. Une sphère et un cube. Voilà. Donc supposons que les deux solides qui sont là, on les associe ensemble, qu'on fasse une opération mathématique. Voilà. Voilà, ça nous donne ça. D'accord? Voilà. À partir de là, on a ce résultat-là. À partir des trois petits cylindres qui sont là, hein, on les associe ensemble. On est dans un espace 3 dimensions, donc on peut les tourner dans n'importe quel sens. Vous voyez, non? Ça nous donne ça. Et si on associe les deux ensemble, là, ça nous donne cet objet au final. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de 3 formes différentes, on obtient ce truc-là à travers des formules mathématiques, des opérations mathématiques, d'accord? Ce qu'on appelle les opérations booléennes. C'est une méthode. C'est une méthode que je n'utilise pas trop, mais quand même qui est bien pratique à certains moments donnés. Voici un autre exemple aussi, pour modéliser une tasse de thé, de café. Voilà, on prend deux cylindres, d'accord? Bon, bien évidemment, un plus petit que l'autre, hein, qu'on combine ensemble, n'est-ce pas? Ça nous donne ce truc-là. On prend un cube, voilà, avec un quoi? Un anneau. Voilà, un anneau. Mais il a dit cercle. Je ne suis pas contre le fait que c'est ça, mais cercle c'est en 2 dimensions. On est en 3 dimensions. Donc, un cube et un anneau. Bon, en anglais, dans le logiciel, on appelle ça torus. T-O-R-U-S. D'accord? On va voir ça ensemble. Donc, les deux ensemble, une opération. Dans l'opération qui est montrée ici, c'est moins. D'accord? Parce qu'on enlève de l'anneau une partie du cube. D'accord? Ok? Ça me donne ça. C'est comme si, où j'ai mis mon truc là. Qui m'a volé mon marqueur? Qui m'a volé mon marqueur? Allez donc. Ok. C'est comme si, bien évidemment, je venais ici et j'ai enlevé le cube, n'est-ce pas? J'ai enlevé le cube de ce truc-là. Hein? Ça nous donne la moitié de comment on appelle ça? La moitié de l'anneau, ou bien la moitié du torus ici. Alors, lorsque je combine les deux ensemble, j'ajoute à ce truc-là, ça nous donne ce truc-là. Ok? Donc ça, c'est une construction de celui-là. Ça vous rappelle quelle méthode ou quelle technique dans un logiciel, par exemple Illustrator, comme ça, Monsieur Yeo? Pathfinder. Le Pathfinder, vous voyez, non? C'est le même principe, n'est-ce pas? Voilà, on a dit ça Pathfinder. Non, je sais que vous parlez anglais. Vous voyez, non? Ouais, vous parlez anglais. Pathfinder, Finder. D'accord? C'est la même méthode, c'est le Pathfinder en fait.
quand vous faites Pathfinder, vous avez différentes options, n'est-ce pas? Vous avez intersection, vous avez dans Illustrator, vous avez intersection, union, soustraction, voilà. Donc, c'est la même chose. Vous voyez ça comme le Pathfinder du logiciel 3D dans Maya. Voilà. Ok? C'est bon? Alright. Donc, par exemple, si vous avez trifouillé un peu dans le logiciel Maya, Autodesk Maya, vous avez dans la barre de menu accès à ce qu'on appelle la commande booléenne, et puis vous avez les différentes options qui sont là. Union, difference et intersection. Alors, intersection, c'est voilà, intersectionner deux éléments ensemble. Différence, c'est la soustraction, l'opération de soustraction bien évidemment. Et l'union, c'est la fusion de solides ensemble, d'accord? Vous avez la possibilité de faire ça. Et on va faire ça un petit peu quand même, pour que vous voyez ça dans quelques instants. La commande des opérations booléennes, on appelle ça des opérations booléennes, d'accord? Vous pratiquez ça dans d'autres matières, opérations booléennes. Ouais, dans la programmation, non? Quel langage de programmation? JS. Python? Vous faites aussi Python? En troisième année? En première année, non? Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit, ouais. Mais vous avez assez d'heures de Python quand même? Beaucoup d'heures, hein? Ouais, c'est bon. Ne négligez pas Python, hein. Bon, ceux qui veulent être des programmeurs, mais des trucs là, ne négligez pas Python, c'est un vrai truc, quoi. Ok, voici la deuxième méthode. Je sais que ça va plaire à certaines personnes. Le primitive modeling, d'accord? Ok. Ça, c'est la deuxième méthode. Le primitive modeling est une technique utilisée par l'artiste de modélisation 3D pour modifier les formes géométriques primitives afin de répondre aux besoins de modélisation d'objets peu complexes. Quand on dit peu complexe, c'est vraiment pas compliqué du tout. D'accord? On prend un objet primitif, on le modifie rapidement pour avoir un autre objet ou pour avoir une forme 3D. Très simple. Même chose, on a le menu, la barre de menu dans Maya, et puis après on peut accéder à ça lorsqu'on va dans Create, et puis on va dans Polygon Primitive, et puis après on a tous les primitives polygones, comme on a des primitives aussi NURBS, on va en parler. D'accord? Donc, voici un exemple d'objet primitif. Vous savez, c'est les objets qui sont offerts dans le logiciel 3D, qui sont les bases, quoi. Voilà, vous avez, bien évidemment, c'est pas une boule, c'est une... Allez bien fort. Une sphère. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est quoi? Bon, ça. Un cylindre. Ça, c'est quoi? Un quoi? Pyramide. Comment vous avez dit? Elle a dit quoi? Un triangle. C'est un cône. D'accord. Vous avez le... C'est quoi ça? Un donut. Voilà. Donut, non mais... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le terme, moi aussi je trouve ça bizarre. Mais le terme c'est torus. J'utilise ça comme ça. T-O-R-U-S. Mais c'est un donut ou bien c'est un anneau, voilà, ça ressemble à ça. D'accord? Mais c'est torus. Et ça, ce sont les formes primitives NURBS. Alors, il y a deux catégories. Hein. Il y a les NURBS et puis il y a les polygones primitifs. Voilà. Les primitives NURBS qui sont là, et puis les primitifs polygones qui sont là. Bon, parmi les primitifs polygones et NURBS, il y a des similitudes. Hein. Les premières similitudes, c'est les sphères, les cubes, voilà, les cylindres. Pas les triangles, mais les cônes, n'est-ce pas? Voilà. On voit pas bien, hein, mais après vous allez mieux voir. Et puis les torus, etc. Après ça, vous en avez d'autres. Vous avez ici ce qu'on appelle une pyramide, là ce qu'on appelle une pipe. Pipe, c'est-à-dire que c'est un cylindre avec un creux à l'intérieur. Il faut dire que c'est un tuyau, d'accord? Le cylindre est plein. Le pipe n'est pas creux à l'intérieur, d'accord? C'est la différence entre les deux. Et puis d'autres objets qui sont paramétrés comme ça et offerts dans le logiciel. Donc il y a une différence entre les NURBS et les polygones, d'accord? On va voir cette différence-là rapidement. Vous allez comprendre votre douleur. Comment est-ce qu'on appelle ça encore?
Voici une autre méthode qu'on appelle le NURBS modeling. Alors on parlait de NURBS primitive. Voilà, donc lorsqu'on rentre, on veut utiliser les NURBS pour faire de la modélisation. Voilà, on rentre dans les NURBS modeling et puis là on modélise. On fait de la modélisation avec tous les aspects que le NURBS nous offre, qui sont des aspects techniques et artistiques aussi. C'est pas évident, c'est pas une technique c'est pas une méthode que j'aime bien pratiquer parce que c'est un peu plus compliqué, mais ça nous offre des possibilités qui sont intéressantes. Le mot NURBS signifie Non-Uniform Rational B-Spline, d'accord? Ok, c'est technique. Ce sont des courbes mathématiques qui sont représentées par un ensemble d'équations. Ces courbes sont très flexibles et possèdent un point de contrôle qui permet de modifier la forme en question. C'est un peu comme si vous aviez votre tracé. Je fais la référence avec Illustrator encore une fois, hein, parce que vous allez comprendre plus facilement. Les courbes de Bézier, vous voyez ce que c'est? Vous voyez ce que c'est? Ok, d'accord. C'est le même principe. À peu près avec le NURBS modeling en question. Vous avez des courbes, vous avez des contrôleurs qui permettent d'avoir de déformer les courbes en question, les courbes de l'objet NURBS en question. C'est pas évident comme ça à voir en image, en illustration, mais vous allez mieux comprendre lorsque vous allez commencer à toucher, à modifier justement un primitive NURBS. Voici les éléments qui composent un objet NURBS. Premier élément, ce que vous voyez là, le point que vous avez là, ce qu'on appelle les CVs. CV, d'accord? CV, ça veut dire Control Vertex, d'accord? CV, Control Vertex, ou bien Curve Vertex, ça dépend. Voilà. Vous avez ce qu'on appelle les isoparmes, d'accord? Les isoparmes, c'est si vous avez, par exemple, vos points de contrôle ici qui sont les CV, d'accord? Vous avez les tracés, les tracés comme ça là, qui accompagnent, qui eux seraient les isoparmes, d'accord? Il faut faire mettre ça comme ça vous allez mieux voir. Isoparmes au singulier. Et bien évidemment, le résultat, la surface 3D que vous avez, ça ce serait ce qu'on appellerait le patch. Je mets un E. Non, il n'y a pas de E au singulier. C'est au pluriel qu'il y a un S. Donc, c'est exactement comme ça que ça se comporte. Le CV est contrôlable, c'est tout. L'isoparme n'est pas contrôlable. On ne peut pas déplacer l'isoparme. On peut juste sélectionner, mais pas le déplacer. Et puis le patch, on peut juste le sélectionner, on ne peut rien faire de plus avec ça. D'accord? Voilà. Je ne sais pas si l'illustration ici vous représente bien l'objet, mais au moins vous allez comprendre avec la surface patch ici. Là. Donc ce sont les trois éléments qui composent un polygone NURBS, d'accord? Enfin un primitive NURBS. Le NURBS, ça c'est pas évident à utiliser, mais quand même il fallait qu'on en parle. C'est une méthode qui peut être utile pour modéliser des choses avec des courbes, comme par exemple, vous avez, comment? Plus simple encore, une bouteille d'eau. Hein? Une guitare, oui, on peut faire ça, on peut faire une guitare. Après, bon, ça devient un peu compliqué. Lorsqu'on va vouloir faire certains autres éléments. Alors, lorsque vous voulez créer ce qu'on appelle un objet NURBS primitif, hein? Vous choisissez le cylindre. Vous allez obtenir ça dans le logiciel. Vous allez obtenir un cylindre, d'accord? Évidemment, j'ai enlevé comme ça la fermeture ici pour que vous puissiez, voilà, voir l'autre facette, l'autre côté du cylindre, d'accord? Vous avez la possibilité de sélectionner votre objet en ce qu'on appelle un object mode, c'est-à-dire que vous sélectionnez l'objet, vous le déplacez dans n'importe quel sens si vous voulez. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si vous voulez modifier l'objet en question, il va falloir que vous puissiez passer dans ce qu'on appelle un autre mode qui est le mode CV par exemple, qui vous permet d'avoir accès au CV, au contrôle vertex en question. Et lorsque vous avez accès à ces contrôles vertex là, vous pouvez les sélectionner et les déplacer avec les manipulateurs si vous voulez.
Oui, non. Vous sélectionnez l'objet. Voilà, vous passez dans un autre mode d'édition de l'objet et vous pouvez manipuler l'objet en question. Ok. Je me trompe. Vous avez le mode isoparm qui vous permet de pouvoir sélectionner ce qu'on appelle les isoparms. Vous voyez, ce sont les lignes qui construisent la surface 3D. D'accord? Ces lignes-là, on peut les sélectionner, mais on ne peut pas. Comment? On peut les sélectionner, ce qui est en jaune a été sélectionné par rapport à ce qui est en bleu ici, si vous voyez. On peut les sélectionner, mais on ne peut pas les déplacer ou les transformer. D'accord? C'est juste la sélection. Ça, c'est voilà, c'est pas évident, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et vous avez la possibilité de sélectionner les patchs. Oui? Vous avez dit que les isoparms, on les sélectionne seulement. On les sélectionne seulement. Mais ça, c'est pourquoi après, si on les a sélectionnés, on peut faire quoi comme ça? Bon, on peut. Les agrandir. Non, si on ne peut pas les modifier. Donc, ce qu'on peut faire, on peut les sélectionner et puis après appliquer des modificateurs dessus, c'est-à-dire des opérations dessus. On ne peut pas les transformer. Vous savez qu'on ne peut pas les agrandir, ni les déplacer, ni les rotationner si on veut. On peut appliquer des modificateurs dessus, oui. Monsieur, alors les opérations, c'est quelles sont les opérations? Si on ne peut pas les modifier. Quelles opérations? Vous avez dit qu'on peut les sélectionner et puis après appliquer des opérations. Des modifications dessus, des modificateurs dessus. Il y a des modificateurs dans le logiciel qui permettent de pouvoir, par exemple, sélectionner deux isoparms comme ça. Voilà, je sélectionne celui-là et celui-là, et j'ajoute un modificateur, par exemple, pour créer une surface. Et ça va me créer une surface. Et là, j'ai ma surface avec mon patch, ici, et mes CV qui sont là. À partir de deux isoparms. En fait, deux isoparms me permettent de créer une autre surface. Vous voyez, non? Bon. Dans la pratique, vous allez voir que c'est plus simple que ce que je dis, mais je suis obligé de vous parler de ça comme ça, parce que c'est le discours qui est là. Donc voilà, vous avez, pour le même objet, vous avez 4 modes, d'accord? Premier mode, c'est le mode d'objet, voilà, le mode de sélection de l'objet. On sélectionne l'objet dans son entièreté et on déplace l'objet ou on rotationne, on agrandit, on fait comme on veut, d'accord? Ça, on peut modifier ça. Après ça, on a la possibilité de basculer en mode CV mode. Et là, on peut accéder aux petits points de contrôle, vous voyez, les CV, les contrôles vertex. Et là, on peut modifier ces CV-là en question, ces points de contrôle, ou alors on sélectionne les isoparms, ou alors on sélectionne les patchs. Véritablement, sélectionner les patchs, ça sert à, enfin, c'est pas que ça sert à rien, ça sert bien évidemment, puisque ça permet de visualiser comment est-ce qu'on a construit, on a modélisé l'objet. Mais sinon, on ne peut pas déplacer, rotationner, etc. les patchs. Le NURBS modeling, hein, c'est pas une méthode que tout le monde utilise. Vraiment, c'est des professionnels, des techniciens aguerris qui vont passer dans ce mode-là. Je vous le dis, parce que c'est pas tout le monde qui utilise ça. On a l'autre mode qui s'appelle le surface modeling aussi. Alors le surface modeling, lui, par principe, il fonctionne avec ce qu'on appelle des tracés. Okay. Alors c'est une technique de modélisation utilisée pour la modélisation organique. C'est-à-dire que tout ce qui est avec des courbes, tout ce qui est organique, tout ce qui est vraiment, tout ce qui n'est pas rigide, quoi. Tous les objets qui ne sont pas forcément des solides, ou bien des objets mécaniques rigides. C'est tout ce qui est organique, tout ce qui est souple, d'accord? Tous les éléments qui sont souples. Dans cette technique de modélisation, l'artiste crée des tracés, donc des splines, hein, qui se croisent entre elles. Alors, une spline, d'accord? Donc les splines se croisent entre elles et on obtient un profil du modèle. Si vous voyez là, je ne sais pas si c'est bien clair, si vous voyez un peu de loin, vous avez un tracé ici qui est blanc, c'est une spline comme ça. C'est comme un tracé dans Illustrator, d'accord? Voilà, vous avez un autre tracé ici, qui a été sélectionné, qui est bleu, qui est une spline comme ça. Donc, à partir de ces splines-là, à partir de ces tracés, on ajoute ce qu'on appelle un modificateur dans le logiciel, donc une commande, hein, et cette commande-là nous crée finalement une surface 3D, d'accord, en 3 dimensions, bien évidemment. Hein. Donc du coup, vous avez une surface grâce à la sélection de 2 splines, ou bien de 2 tracés. Ce qui veut dire que le surface modeling débute par quoi? Voilà.
C'est comme si je vous disais, bon voilà, vous allez modéliser une bouteille d'eau dans Illustrator. Vous allez commencer à dessiner votre tracé de bouteille, machin, etc. Comme vous avez fait. Vous êtes d'accord? Voilà. Après ça, vous avez fait quoi? Vous avez fait effet quelconque. Ça vous a donné votre objet en révolution. N'est-ce pas? Voilà. Vous avez obtenu l'apparence d'une bouteille d'eau. On est d'accord? Vous avez fait ça, monsieur Monet? Voilà, vous avez fait ça. Donc, vous comprenez ce que je dis. Voilà. C'est le même principe, là, dans le logiciel ici. Vous allez faire dessiner un tracé, un deuxième tracé, et après sélectionner ces deux tracés ensemble et ajouter ce qu'on appelle un effet quelconque, un modificateur, et ça va vous donner une surface. C'est le même principe. D'accord? Quand je dis c'est le même principe, j'espère qu'on se comprend. C'est le même principe. J'espère qu'on se comprend. Je ne serais pas surpris qu'après ils vous disent vous savez modéliser en surface modeling, donc vous allez faire une bouteille d'eau en 3 dimensions. Donc on dessine un tracé et après on ajoute quelque chose, ça nous donne la surface 3D. D'accord? À partir de cette surface 3D là, on peut visualiser le modèle sous tous ces angles. Donc voici ce que ça donnait au départ. J'avais mon tracé, mon premier tracé. J'ai mon deuxième tracé. Je peux avoir 3 tracés, 4 tracés, ça dépend de comment est-ce que je veux construire mon objet. Et puis après, j'ajoute un effet quelconque. Et puis j'obtiens une surface. Le vert que vous voyez là, c'est la surface 3D qui a été obtenue grâce à la sélection des deux splines, donc des deux tracés, et à l'ajout du modificateur en question, de l'effet en général. Donc lorsque les tracés sont terminés, l'artiste en modélisation 3D peut appliquer un modificateur de surface sur les tracés, ce qui crée une surface 3D de remplissage. On dit ça pour vraiment comprendre. Ça remplit le dessin des tracés en question. Voici un exemple aussi, décomposé, évidemment. J'ai un tracé qui est là, qui passe comme ça, un autre qui passe comme ça. On a fait le dessin. Un autre qui passe comme ça, et un autre qui passe comme ça. Et j'ai sélectionné ces tracés-là, et j'ai ajouté un modificateur. D'accord? Ce modificateur-là me donne une surface que vous pouvez voir là avec des tracés qui sont visibles, encore une fois. Et comment je peux appeler ça? Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien? Non, ça va, je suis là, bonjour. Bonjour. Marc et Ouattara Abdul Aziz, tu as un pays en une d'eux? Tu as tout validé? Tu es sûr? Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. On a prévu bien, oui. Merci à vous. Donc, voilà, vous avez la représentation de la surface 3D, voilà, en mode filaire, hein, d'accord? Et le remplissage complet, d'accord? Avec la couleur. Donc, les techniciens vont peut-être comprendre certains aspects techniques, les artistes vont voir peut-être l'autre aspect artistique de la chose, mais c'est une technique qui fonctionne bien dans certains cas de modélisation, comme par exemple, si jamais je vous disais de modéliser une bouteille d'eau en 3 dimensions, pour qu'on puisse voir la bouteille sous tous ces angles-là. Je crois que c'est pas le dernier, mais bon, on va parler de celui-là. C'est le mode le plus utilisé, la méthode la plus utilisée pour les artistes. Deuxièmement, c'est ce qu'on appelle le polygone modeling. Polygone modeling, je veux dire modéliser avec les polygones en question. Donc c'est une technique utilisée dans divers scénarios de modélisation, aussi bien pour les modèles organiques que pour des modèles non organiques. Ce qu'on appelle non organique, c'est les modèles mécaniques. D'accord? Voilà. Comme par exemple pour dessiner un homme, ou bien pour dessiner un objet, un robot ou une machine, etc. On part avec le polygone modeling. C'est très simple, vous voyez, non? À partir d'un cube comme ça, on peut ajouter ce qu'on appelle, comment je peux appeler ça déjà, de la surface supplémentaire
par une commande qui s'appelle, par exemple extrusion, ajouter de la surface supplémentaire et puis construire comme ça notre objet. À partir d'un cube, on peut obtenir un torse, ajouter des pieds parce qu'on va tirer, hein, à partir de cette face-là, tirer pour pouvoir construire le pied, puis après tirer pour pouvoir construire les bras, puis après ajouter, augmenter la tête, etc. D'accord? Ça, c'est une méthode, c'est une des méthodes les plus utilisées, c'est beaucoup utilisé en matière de modélisation 3D dans n'importe quel cas. Dans n'importe quel cas, on utilise beaucoup cette méthode-là. Voici en détail hein, comment est-ce qu'un artiste pourrait décomposer, ou bien modéliser, ou bien définir une tête. Voilà. À la base, c'était un cube. Bon, voilà, un cube comme ça, qui a été défini avec l'ajout d'autres surfaces polygonales, n'est-ce pas, jusqu'à ajouter des détails plus ou moins pour obtenir ce que vous avez là, c'est-à-dire une tête avec les yeux, la bouche, le nez, etc. Donc à partir d'un cube, on peut obtenir ce résultat-là. Ce qui voudrait dire, c'est d'ailleurs ajouter de la définition sur la surface polygonale, d'accord? Alors pour pouvoir ajouter de la définition, bien évidemment, on a des outils, hein. Vous avez des outils pour pouvoir faire ça. C'est comme par exemple, si jamais j'ai un tracé, j'en reviens encore au tracé Illustrator, mais c'est vraiment utile. Lorsque j'ai un tracé Illustrator comme ça, supposons que le tracé Illustrator, il y ait, comment on appelle les trucs là, qui sont les points là, les points, voilà. Supposons que sur le tracé, je veuille ajouter un point d'ancrage, c'est possible ou pas? Voilà, je viens ajouter un point d'ancrage par exemple au milieu ici, avec un outil, il serait l'outil, voilà, c'est la même chose, c'est le même principe qui fonctionne avec le polygone modeling. Je viens ajouter des sections supplémentaires pour pouvoir donner plus de définition à mon tracé ou à mon dessin ou à mon modèle, d'accord? La même chose. Donc à partir d'un cube, on peut obtenir ça, et puis à partir de ça, on obtient ça, et puis on peut aller encore plus dans les détails, jusqu'à des petits micro-détails en matière de modélisation polygonale. Ouais. J'ai vu un film récemment avec Will Smith. Vous connaissez Will Smith? Oui, voilà. Le film s'appelle Gemini. Ah, j'étais curieux de voir ce film, mais franchement, j'étais épaté. Ils ont remodélisé Will Smith, ils l'ont rendu jeune. Jeune, et puis maintenant dans le film, il se bat contre lui-même. Il est vieux, il se bat contre lui-même, sa propre version en jeune. Ah ouais. Ah ouais. Vous l'avez vu? Qui a vu ce film? Vous avez apprécié, non? C'est pas mal, hein? Bon, il y a l'histoire, mais il y a l'aspect technique qui est derrière. Moi, ça m'a épaté. Mais ça ne m'étonne même pas, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense, c'était ma philosophie avant, je me disais, à une certaine époque, ils vont modéliser les acteurs en 3D et puis ils vont les faire jouer des rôles. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour, je touche du bois et puis bon, je passe les doigts, et puis moi j'adore Will Smith. Mais le jour où Will Smith meurt, le vrai Will Smith meurt, il y aura toujours sa version numérique quelque part. Donc ça veut dire qu'il ne sera jamais mort en fait, puisqu'on pourra faire des films de lui ou avec lui en version numérique. Et là on rentre dans des aspects très légaux de droit à l'image, de droit de la propriété intellectuelle, de droit d'auteur, etc. C'est un peu compliqué, mais bon. C'est ça qui est la vérité. Monsieur, oui. est-ce qu'il peut arriver à l'avenir que les vrais acteurs ne seront plus sur scène? Il s'agit seulement de les mobiliser pour les mettre sur scène. C'est ce qui va se passer. C'est même pas les vrais acteurs. Vous-même, quand je dis vous-même, n'importe qui deviendra un modèle sur 3D. Il suffira de passer par les scans. Tu sais, maintenant, il y a des appareils qui scannent. Soit de vous scanner, voilà, puis vous aurez votre modèle 3D virtuel et vous serez voilà, soit dans des univers virtuels, soit dans des vidéos. C'est ce qui va se passer. En fait, il suffit juste de populariser le phénomène et puis les méthodes comme ça, de production. C'est ce qui va se passer. Même pas.
Il ne faut même pas imaginer autrement, c'est ce qui va se passer. Mais avant ça, ceux qui vont pouvoir vraiment profiter et jouer de ce truc-là, c'est ceux qui savent comment utiliser les modèles et les animer, les modifier, etc. Maintenant, les autres, ils vont juste avoir la conception, ça s'arrête là. Si vous savez modifier après, vous pouvez faire ce que vous voulez pour vous animer, ou animer les choses, etc. Et encore même ça, c'est possible qu'on popularise ça. Donc, une surface polygonale, donc polygon face en anglais, se caractérise par ces trois composants qui sont là. Le vertex, ce qu'on appelle les vertices au pluriel, les edges et puis les faces. Les vertex, c'est quoi? Ce sont les petits points qui sont similaires. On pourrait les comparer à quoi? À des points d'ancrage dans l'illustrateur, d'accord? Les edges seraient les tracés, n'est-ce pas? Les traits là. Et ce qu'on appelle les faces sont les surfaces de remplissage pour remplir tout ça. D'accord? C'est sur ces surfaces de remplissage là qu'on met la couleur ou bien les textures. Ok? C'est bon? D'accord. Donc sachez faire la différence pour le polygone modeling. Hein. Polygonal, quand on parle de polygone, on se retrouve avec ça. Polygone, on se retrouve avec ça. Avec les vertex, la face et puis les edges en question. Donc ces trois éléments-là sont importants. Trois éléments qui sont importants. Par exemple, voici un découpage polygonal hein, d'une surface. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez bien, vous avez ici, j'ai sélectionné les faces. Hein, ici, 1, 2, 3, 4 faces. Ici, j'ai sélectionné quoi? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Vertex, exactement. Et puis ici, pour ceux qui ne voient pas bien, j'ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5 quoi? Edge. Face, vertex et puis edge. C'est tout. C'est le vocabulaire qui est là. D'accord? Une fois que vous rentrez dans ce vocabulaire-là, c'est très technique, mais c'est très peu employé. Donc vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, ceux qui veulent se spécialiser en modélisation 3D, voici le genre de langage, voici le genre de termes techniques que vous allez utiliser souvent. Vertex, face et puis edge. Parce qu'après, vous allez devoir compter le nombre de faces, le nombre de vertex, le nombre d'edge à afficher dans une scène. Parce que pour les jeux vidéo, on ne peut pas avoir 100 milliards de vertex, c'est pas possible, ou bien 100 milliards de faces, c'est pas possible. Ça va faire exploser, ça sera trop lourd. Donc, on va devoir compter le nombre de faces à afficher pour pouvoir utiliser ça dans un jeu vidéo, par exemple. Même dans un film. Parce que plus l'objet est défini, plus il est lourd. Voilà, plus ça va faire ramer la machine. Vous avez aussi ce qu'on appelle le subdivision modeling, qui est une technique hybride qui combine le NURBS modeling qu'on a vu tout à l'heure là, et le polygon modeling aussi. Donc c'est les deux à peu près. C'est un mélange des deux. J'utilise ça très rarement, c'est très peu utilisé. Voilà, mais c'est quand même utile. Il y a une autre méthode. Ah, j'ai mis 1. Ben voilà. J'étais en train de taper tellement j'étais content. J'ai mis 1. Il y a une autre méthode. Non, c'est un autre mode. Non, c'est la même chose. Une autre méthode de conception d'objets en 3D qui s'appelle le 3D sculpting. D'accord? La sculpture en 3D, c'est ce qui se passe de plus en plus maintenant. Les artistes sculptent. Au lieu de modéliser avec des commandes et des fonctions, on sculpte comme ça on sculpterait dans la vraie vie. Alors avec cette technique-là, l'artiste conçoit son modèle comme un sculpteur traditionnel en utilisant les options et outils qu'offrent les logiciels de sculpture 3D. Voilà. C'est comme si on venait prendre de la pâte à modeler. Je ne sais pas si vous avez fait un peu de pâte à modeler, un peu de sculpture. Voilà, vous venez appuyer, tirer, etc. pour obtenir une forme. Et c'est ça qui fait que vous allez avoir votre modèle, quel que soit le modèle. Voilà, une tête simple ou alors un modèle un peu plus complexe. Voilà. Ça, c'est le 3D sculpting. C'est l'autre méthode. Donc en gros, on a combien de méthodes? C'est qu'on relevait là, il y a combien de méthodes? Oui. 5 méthodes. 7 méthodes. Alors citez-les-moi. Oui. Parlez bien fort. CSG, oui. Oui. NURBS modeling, oui. Surface. Ah, vous êtes des anglais ou vous n'êtes pas? Surface, ouais. Polygon modeling. Subdivision modeling. Et le dernier qui est là? Sculpting. Ça fait combien? Ça fait 7.
7 méthodes pour modéliser en 3D. Il y en a qui sont, comment on appelle ça, qui sont limitées. Hein, d'accord? Il y en a qui sont limitées, il y en a qui peuvent aller plus loin, il y en a qui sont libres, hein, qui permettent une certaine liberté, il y en a qui ont des contraintes aussi, voilà, en matière d'utilisation de logiciels. Toutes ces méthodes-là sont les méthodes que vous devez connaître en esprit et puis éventuellement pratiquer pour ceux qui veulent vraiment pratiquer la 3D.